Plus que 5 matchs pour Novak Djokovic avant de remporter le Grand Chelem calendaire, mais peut-il choke, peut-il s'effondrer? On va revenir sur la thèse absurde de Patrick Mouratoglou, l'ATP complètement ridiculisé et mon analyse du jeu merveilleux du futur GOAT Reilly Opelka. C'est votre digest de l'US Open et c'est parti. Et on attaque ce côté réseau avec Novak Djokovic qui a remporté son deuxième tour face à Griekspoor la nuit dernière plutôt facilement, et on va se poser la question dans cette vidéo, est-il trop épuisé pour faire ce Grand Chelem calendaire, un exploit qui n'a pas été accompli depuis Rod Laver en 1969, donc c'est quand même voilà, c'est assez énorme. Des joueurs comme Borg, McEnroe, Connors quasiment 74, Nadal et Federer ne l'ont pas fait. Djokovic est à 5 rencontres de pouvoir le faire, et on va commencer d'abord en propos liminaire par le tweet d'Andy Roddick à son endroit. On ne peut pas dire que Roddick soit biaisé positivement avec Novak Djokovic vu la relation orageuse qu'ils ont connue tous les deux quand Andy Roddick était encore un joueur de tennis. Donc Andy qui nous explique à propos de Novak: au fil du temps, Novak a sérieusement amélioré son service, ça on en a parlé en longueur sur la chaîne avec le travail effectué grâce à Goran Ivanisevic. C'est un mouvement plus rapide et plus simple désormais, il arrive à frapper régulièrement les angles à 200 km/h quand il sert à plat. Avec ce qu'il peut faire au premier service, c'est un service tellement efficace. Comme beaucoup de choses, il a transformé une faiblesse en une force impressionnante. Et ça c'est très important, cette dernière partie du tweet. Parce que cette partie-là, elle exprime précisément ce qu'est Novak Djokovic. C'est un joueur au fil de sa carrière qui a toujours joué, quasiment toujours dans l'adversité, qui a réussi à se construire un palmarès énorme, 20 grands chelems désormais, le record de semaine en tant que numéro 1 mondial, et pourquoi pas un 21e, que ce soit à l'US Open ou à l'Open d'Australie en 2022, et Andy Roddick a bien compris ça, bien compris cette transformation. Maintenant, on va revenir sur ce qu'a dit Patrick Mouratoglou sur Novak Djokovic, et donc dans cette petite séquence sur Tennis Majors, il explique les deux premiers sets de la finale de Roland Garros contre Stefanos Tsitsipas. J'ai senti qu'il était super nerveux, bien plus que d'habitude, donc on ne dit pas que Stefanos a fait un super premier set, non, c'est Novak Djokovic qui était très nerveux. Aux Jeux Olympiques, il a un peu perdu la tête, il est devenu fou de rage et il a perdu. J'ai pu voir grandir cette colère. En jaune, en ce moment, l'important pour lui, c'est surtout de bien gérer ses nerfs, donc vraiment il fait un focus sur les nerfs de Novak Djokovic, et je vais vous expliquer pourquoi je suis totalement en opposition avec cette vision très simpliste d'un joueur de tennis de la part de Patrick Mouratoglou. Et en violet, lors du dernier tournoi qu'il a joué au JO, il a perdu en demi-finale contre Alexander Zverev quand il est devenu très nerveux. Et ça c'est faux. Parce que c'est pas quand il est devenu très nerveux, souvenez-vous, il y a un set, un break pour Novak Djokovic, il y a un débreak immédiat de Alexander Zverev qui continue son système d'agressivité et qui arrive à reprendre ce break perdu, et puis ensuite il joue mieux en fait que Novak Djokovic, et Novak explose surtout physiquement. En fait c'est la corrélation entre le niveau de jeu exceptionnel d'Alexander Zverev qui l'a vraiment challengé, et au niveau physique on a eu une baisse très nette de Novak Djokovic. Donc quand on parle d'un joueur qui peut éventuellement choke, on se dit très naturellement, voilà, c'est les nerfs, c'est les crises de colère de Novak Djokovic qui le poussent vers le bas, qui l'empêchent de performer à très haut niveau et de remporter les plus grands matchs. Non, c'est faux. Novak Djokovic, il a toujours utilisé ce feu intérieur, cette rage, cette nervosité pour améliorer ses performances. Et là, encore une fois, ça fait écho à ce qu'on a dit hier quand je vous ai développé le point de vue de Francisca Dosez sur Daniil Medvedev, en bleu dans le système de Daniil, et qui est très proche à mon sens du système de Novak Djokovic. Son attitude dans ces moments-là, donc quand il pète les câbles, quand il houspille son clan, ce que fait aussi régulièrement Novak pendant ses matchs quand il a besoin de retrouver de la vitalité dans ses parties, donc ça fait partie des choses qui l'aident, il ne peut pas faire autrement. Et Cervera qui avait expliqué, quand il ne gagne pas ou ne mène pas, ce qui arrive aussi à Novak, il cherche des solutions là où d'autres pourront accepter la défaite ou refuser de chercher cette énergie supplémentaire. C'est aussi le feu de Novak Djokovic, on s'en souvient, cette image incroyable quand Novak remporte son match contre Matteo Berrettini. C'est un match qui est lourd à gérer au niveau mental, nerveux. On se souvient aussi Novak Djokovic quand il y a eu la pluie à Rome, son match épique contre Stefanos Tsitsipas, les ressources qu'il arrive à trouver également pour battre Sonego dans la même journée le samedi. Donc on a ça côté Novak Djokovic, et c'est en fait techniquement, je trouve, entre Daniil et Novak, on a des ponts qui sont très clairs dans ma tête. Donc en violet, quand il explose, ça ne l'éloigne pas de la victoire, et ça c'est pareil avec Novak, c'est qu'il est en train de s'accrocher, de se battre et de chercher. Donc moi je laisse glisser car je sais qu'il est en train de se battre. Beaucoup d'entraîneurs dans le passé ont reproché à Daniil d'accepter la défaite quand il s'énervait, et donc ça n'accrochait pas car il ne le comprenait pas. On se souvient également Novak Djokovic qui s'était séparé de Marián Vajda en 2017 avec de très mauvais résultats, du coup qu'il avait repris en 2018 et l'alchimie était repartie. Et c'est ça aussi, c'est un joueur, un entraîneur, une compréhension, et je trouve en fait que les propos de Patrick Mouratoglou sont très génériques. Ça traduit un manque de compréhension du jeu de Novak Djokovic, qui a toujours utilisé ses nerfs, cette rage, cette colère, ce feu intérieur pour se remotiver, pour se galvaniser. Quand il casse une raquette par exemple contre Alexander Zverev à l'Open Australie en début d'année, ça lui permet de se remotiver, ça lui permet d'évacuer un truc à
l'intérieur de lui-même. On se souvient de John McEnroe aussi qui arrêtait pas de se prendre la tête avec les arbitres, parfois ses adversaires. C'était une façon pour lui de se remotiver et aussi de casser un peu le tempo. Il y a plein de stratégies comme ça qui te permettent d'améliorer ta performance, et pour Novak Djokovic, il a besoin de ça, ça fait partie intégrante de son jeu. Donc dire que le problème pour lui ça va être de bien gérer ses nerfs, c'est une demi-vérité, parce que effectivement il a besoin d'être sur la bonne ligne de flottaison sur la gestion de ses nerfs. S'il part un peu trop sur le côté colérique, ça peut lui jouer des tours. On se souvient l'US Open en 2020 quand il expédie la balle dans le coup de la juge de ligne. Il n'y a plus de juge de ligne d'ailleurs cette année, donc c'est à son avantage. Et pour Patou aussi, il y a un truc, il faut le dire, il y a un mélange des genres qui est terrible je trouve, parce que le mec est à la fois consultant pour Eurosport, semi-coach de Stefano Tsitsipas, il accueille Daniil Medvedev désormais dans son académie depuis le début de l'année, avec Daniil et Gilles Servara qui ont quitté l'académie de Jean-René Lisnard. Donc on a un grand mélange des genres. Est-ce que ce genre de propos, c'est pas aussi, je sais pas, pour motiver ses joueurs, pour déstabiliser Novak Djokovic? Est-ce que Novak Djokovic va se laisser déstabiliser par pareille déclaration? Je ne crois pas, connaissant l'animal, mais en tout cas il y a un énorme mélange des genres, et en même temps il y a, je trouve, un manque de compréhension, un manque de lucidité du champion qui est Novak Djokovic. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou d'accord avec Patrick Mouratoglou. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse, et est-ce que vous croyez que Novak Djokovic va choke cette US Open 2021? Et on enchaîne très rapidement sur la deuxième info côté réseau, et l'ATP ridiculisé en creux par cette décision de la PGA Tour qui, avec Netflix, s'est mis en collaboration pour faire un docu-série à l'image de Drive to Survive, qui a vraiment dynamisé l'image de la Formule 1 et notamment aux États-Unis. Donc excellente nouvelle pour les fans de golf, nous dit Dylan Dethier. Netflix et le PGA Tour produisent des docu-séries sur la saison à venir. Ça va être modélisé d'après le succès de Drive to Survive, ça va être les mêmes recettes, les mêmes ingrédients, concentrés sur une dizaine de joueurs et plusieurs top pros à bord, d'autres en négociation. Alors vous savez quoi, je vous propose un petit jeu dans les commentaires. Dites-moi 3 joueurs que vous aimeriez voir dans une série de ce type, avec des joueurs qui sont suivis chez eux, dans leur intimité, à l'entraînement, etc. Je vous propose 3 joueurs, pour moi ce serait Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Corentin Moutet. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et donnez-moi vos 3 joueurs que vous rêveriez d'intégrer sur une série comme ça. Et on enchaîne avec le coin tactique, place au GOAT désormais, le vrai, pas Novak Djokovic, pas Rafael Nadal, pas Roger Federer, pas Richard Gasquet, Reilly Opelka. On va détailler son jeu dans cette palette tactique, ça va être hyper intéressant, restez, ne quittez pas cette vidéo. Donc on va commencer par le service de Reilly Opelka, 2,11 m, le bonhomme, donc il a la même taille que Ivo Karlovic, mais c'est vraiment un Ivo Karlovic 2.0 le mec. Et le service, alors il y a tout, il est capable de tout faire, il y a de la nuance, il a toutes les couleurs dans sa palette technique. Ici on voit un énorme service kické qui va aller rebondir ici, qui va rebondir donc très très haut au niveau du coup de Musetti, qui même s'il est très fort en revers, ça va être très difficile pour lui de juguler ce rebond. Et pour Reilly, ce kick, ça lui donne tout le temps, tout le loisir de pouvoir monter à la volée et déposer donc une volée plutôt simple de l'autre côté. Donc ça, un premier schéma simple, mais il a tout en fait dans son arsenal. Il est capable d'envoyer des énormes mitts sur le tee, il est capable aussi d'aller partir à plat sur l'extérieur. Il a tout à disposition, mais surtout ce qui fait de lui un joueur très fort, c'est qu'il utilise ses armes dans les moments judicieux et pertinents. On va le voir d'ailleurs dans la prochaine palette. Par exemple, le service kické, ça va être plutôt sur deuxième balle, parce que c'est un service qui a de la sécurité par rapport au câble, qui va lui permettre de monter tranquillement et de déposer une volée. Quand c'est sur des premières balles, il va pouvoir un peu enclencher des services à 220, 225. Donc il y a un côté serve-bot, clairement, mais c'est pas que ça, Reilly Opelka. Deuxième palette, pour bien comprendre Reilly, c'est un joueur qui joue également sur un phénomène d'intimidation. Ici, un point très important. Alors déjà, on se demande comment il remporte le premier set, c'est plutôt Musetti qui a les occasions, Musetti qui fait un super premier set. Et là donc, on va avoir un chip and charge sur cette balle de break à 3 partout dans le troisième set. Donc il va arriver ici, il va coller le filet avec son envergure, sa taille, il va intimider Musetti qui va pas réussir à tirer un passing correct. Ensuite, il va terminer en 2 temps. Et on a ça de la part de Opelka, je trouve, cette compréhension que le mec est grand, le mec joue sur ses forces, il va essayer d'intimider, d'aller un peu au bluff à l'intox sur ce coup. Et donc tout ça, ça permet de créer une certaine terreur chez l'adversaire, parce qu'il sait que s'il passe à côté d'un demi-jeu, une petite double faute par-ci, un coup droit raté par-là, eh bien on va avoir un Opelka qui lui va tenir ses jeux de service facilement et qui va pouvoir mettre une grosse pression par la suite. Troisième palette pour Reilly, et on a une force énorme dans son arsenal, c'est quand il est bien positionné, bien cramponné sur le ciment et qu'il envoie des merguez avec son coup droit. Alors ce que je trouve très intéressant avec ce coup, c'est qu'il a 2 nuances très distinctes. Il est capable de frapper à plat, d'accélérer la balle pour tenter des coups gagnants, mais aussi d'avoir du lift, de la sécurité, de prendre le temps, parce que c'est un joueur qui fait confiance également à ses qualités athlétiques, et on va le voir dans la dernière palette, c'est énorme. Dernière palette, j'aurais pu vous montrer la qualité de retour de Reilly, surtout côté revers, j'aime beaucoup, mais on va se régaler sur un truc qui est incroyable. Le mec fait 2,11 m, ok, donc Musetti se dit, bah je vais tenter quelques amortis de temps en temps, je vais le faire courir, c'est un géant vert, il va pas réussir à attraper les balles, regardez, il est à 3 mètres de la ligne. Non.
Reilly Opelka, alors le mec, je sais pas comment, et ça s'est manifesté plusieurs fois dans la partie, il arrive à faire des courses de malade mental, à couvrir tout le terrain. Le mec fait 2m11, donc vous voyez un Golgoth se précipiter sur le filet comme ça. Vous êtes là, merde, hein, si vous êtes Mouzetti, vous vous dites, mais putain, je tente un truc pour essayer de le déstabiliser. Non, le mec c'est Usain Bolt sur un cours de tennis, il court très vite, et donc ici il va réussir à faire une course complètement dantesque et à remettre la balle. Ça s'est manifesté plusieurs fois dans la partie. Je trouve aussi ses déplacements latéraux excellents pour sa taille, donc quelque part là on a affaire à un futur monstre, un futur Golgoth, et je trouve également que son plafond est plus élevé qu'un mec comme John Isner, et il a potentiellement, après le Big 3, ce talent, je pense, avec ses armes. Je pense qu'il a clairement les atouts pour pouvoir remporter un grand chelem. Alors c'est peut-être une dinguerie ce que je dis, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et on enchaîne avec la reco du jour. La reco du jour est changement de programme aujourd'hui, on se retrouve pas à 17h pour un daily, mais à 19h30 sur ma chaîne Twitch pour commenter en direct l'un des énormes chocs de ce troisième tour à l'US Open, Carlos Alcaraz à ma droite, la pépite espagnole face à Stefanos Tsitsipas, l'Everest pour lui, est-ce qu'il va réussir à remporter cette rencontre, est-ce qu'on va encore avoir des dramas, je pense, donc ce sera à partir de 19h30 sur ma chaîne Twitch. Pour les autres, on se retrouve demain pour un nouveau digest, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des burgers.